Un chapitre dans ton livre dernier qui s'appelle Le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps, qui s'appelle Raison secrète et causalité diabolique, le complot. On s'aperçoit que cette question du complot, elle est pas d'aujourd'hui. Elle va imbiber comme ça à des fins d'irrationalisme, tout simplement parce qu'il y a quelque chose du déchiffrement d'un monde qui est trop complexe et que l'époque qui, depuis 30-40 ans de restauration politique, avec une faillite terrible de la gauche et des repères qui sont complètement instables, fait qu'aujourd'hui on entend dire que c'est la faute du système, ça devient Bill Gates, ou ça devient QAnon, ou je ne sais quoi encore, comme autrefois on parlait de la maçonnerie, ou des judéo-bolcheviques, aujourd'hui c'est les islamo-gauchistes. Enfin bon, il y a quelque chose de ce complexe, cette causalité diabolique, ce que tu appelles la causalité diabolique. J'aimerais bien que tu dises quelque chose de... Parce que ça va au service, des extrêmes droites, cette histoire de complot. Alors, effectivement, bon, c'est le chapitre que je consacre au complot dans le Grand Récit, ça s'inscrit dans l'économie générale de l'analyse des discours contemporains ou des grands récits contemporains sur le fondement d'un effondrement du providentialisme. En gros, pour aller vite, pendant 1500 ans d'histoire occidentale, le déchiffrement de l'histoire était simple, puisque tout était dû à la volonté de Dieu. Bon, le bien comme le mal, et quand on ne comprenait pas ce qui se passait, eh bien on devait s'en remettre à l'intelligence infinie de Dieu, notre intelligence nous-mêmes étant finie. Il y a des choses que l'on ne comprenait pas, et donc on devait accepter. C'est le fameux saut de la foi que saint Augustin a bien formulé, là où je ne peux pas comprendre, je crois. Bon. Évidemment, ce providentialisme s'est défait au fil du temps, dans les élites dès le XVIIe siècle, avec la physique galiléo-cartésienne, l'idée que le monde fonctionne très bien, de manière endogène, si vous voulez, sans intervention de l'extérieur, sans transcendance, puisque la physique mécaniste nous permet d'expliquer à peu près tout. Bon. Et puis peu à peu, évidemment, avec le développement de l'alphabétisation, de la culture, le culte de la science au XIXe siècle, puis les grandes catastrophes contemporaines du XXe siècle, l'idée d'un Dieu seigneur et maître de l'histoire n'a plus été défendable par les théologiens eux-mêmes. Il n'y a quasiment plus aucun théologien, qu'il soit catholique, protestant ou juif, qui va défendre cette idée d'un Dieu seigneur et maître de l'histoire. Ça n'existe plus parce que le Dieu seigneur et maître qui justifierait la Shoah, qui justifierait Hiroshima, qui justifierait l'extinction du vivant, c'est difficile à plaider. Et sur cet arrasement, si vous voulez, des herméneutiques, cet arrasement des discours de compréhension ou d'intelligence de l'histoire, ont prospéré des religions séculières, le nazisme en est une, le fascisme en est une, le stalinisme en est une autre, qui se caractérisent toutes par leur vertu panexplicative. Ce sont des discours qui prennent en charge la totalité du réel. Ce sont des discours aussi qui prennent en charge des questions qui étaient auparavant des questions plutôt d'ordre religieux, questions sur l'identité, sur la provenance, sur la destination, sur la mort, sur le sens de la vie, etc. Puisqu'il y a eu affaiblissement des religions depuis le XIXe siècle. Et évidemment, c'est lié également, dans les trois cas, on trouve une eschatologie puissante, une promesse des temps nouveaux, une promesse de salvifique, ici-bas. On ne va pas attendre de mourir pour être projeté en paradis, c'est ici-bas que le paradis va advenir, soit la société sans classe, soit la résurrection de l'Empire romain pour les fascistes et la grandeur de l'Italie, soit le grand empire colonial à l'Est et la paix pour les siècles des siècles pour les nazis. Bon, ces grands discours-là, ou ces grands récits-là, ont pris du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire. Après tout, c'était des discours de victoire, des discours d'ordalie, si vous voulez, qui ont été invalidés par leur défaite. Fascisme et nazisme, et puis le stalinisme, comme on le sait, ça a pris un petit peu plus de temps. Et d'où le constat de Lyotard, que tu citais, en 1979, sur la fin des grands récits. Sauf que, alors il y en a plusieurs qui ont émergé, on ne peut pas vivre sans sens, caractéristique de l'espèce humaine que d'avoir besoin d'un récit pour se lever le matin et pour marcher dans la rue, sinon on reste couché. On a besoin de savoir pourquoi on se lève. Voilà.
l'absence de grands récits, ça s'appelle la dépression, à titre individuel comme à titre collectif. Donc, il y a plusieurs récits qui ont émergé, bien entendu, sur les décombres de ces faillites-là, et il y en a un, je trouve, qui, au fond, reprend pas mal de caractéristiques du providentialisme classique, le providentialisme pluriséculaire qui s'est dissous au 19e, 20e siècle, c'est le complotisme, puisque, à mes yeux, le complotisme, c'est une manière de faire du providentialisme, en faisant l'économie de Dieu, parce que plus personne n'y croit sérieusement, mais en gardant le diable, au fond. C'est-à-dire en gardant une force qui est de fait transcendante, qui est de fait toute puissante, à laquelle on doit s'abandonner par un acte de foi, fût-elle négative, pour comprendre ce qu'il se passe. Et vous avez dans le complotisme, évidemment, des phénomènes propres aux communautés religieuses, sectaires ou pas d'ailleurs, phénomènes de groupe, phénomènes de valorisation par l'illumination, parce que vous avez compris et les autres vagissent encore dans les ténèbres de l'ignorance. Quand ils nient, c'est qu'ils sont victimes du complot, alors que vous avez compris qu'il s'agit de 3 pédosatanistes réunis dans une pizzeria dans le palais de Washington qui sont responsables de la crise financière, etc. Vous le savez. Donc il y a également ce phénomène d'agrégation, de compacité d'un groupe comme ça, hein, de bulle cognitive, qui se rassemblent sur une foi, en fait, hein, sur un phénomène de foi qui est, là encore, pas explicatif. Parce que ce sont, encore une fois, George Soros, Bill Gates ou je ne sais qui expliquent tout. Leur action maléfique qui explique tout. Et alors, il y a une autre dimension qui est importante, je trouve, pour nous, en termes d'analyse politique, on va dire, et culturelle, qui m'a été soufflé par notre ami Éric Vuillard, donc, vous connaissez, prix Goncourt 2017, pour ce livre, qui a pu être taxé de complotisme d'ailleurs, hein, ce livre intitulé « L'ordre du jour ». L'ordre du jour, ça parle de cette réunion qui a eu lieu le 20 février 1933, à l'initiative d'Hermann Göring, du docteur Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank, et de plusieurs financiers, banquiers et industriels, pour faire se rencontrer la fine fleur du patronat et de la banque allemande, Hermann Göring et Adolf Hitler, qui venait d'être nommé chancelier 3 semaines auparavant, et qui avait besoin d'argent pour mener la campagne électorale des élections du 5 mars 1933. Le parti nazi avait vraiment besoin d'argent pour mener cette campagne. Et alors il se trouve que la réunion a eu lieu, tout le monde s'est très bien entendu, et Hitler est reparti avec un chèque de 3 millions de marks, ce qui correspond à 20-30 millions d'euros. De quoi voir venir en termes de cavalerie pour la campagne, ce qui a permis aux nazis de mener une belle campagne électorale. Et donc c'est un des objets de ce livre-là. Évidemment, derrière tout ça, il y a toute une historiographie marxiste qui a pointé les responsabilités du grand capital, pour aller vite, dans non seulement l'arrivée des nazis au gouvernement le 30 janvier 1933, mais également dans leur victoire au printemps 1933. Je précise au passage d'ailleurs que bien des gens qui nient la responsabilité des industriels et des banquiers allemands disent non mais ils ont donné de l'argent très tard au fond, quand tout était joué le 20 février 1933. Cette fameuse réunion. Mais sauf que rien n'était joué le 20 février 1933. Les nazis étaient à sec. Ils avaient vraiment besoin de l'aide des industriels et des banquiers. Bref, ça c'est une parenthèse. J'y reviendrai dans un livre à venir. Et Éric Vuillard me disait, mais au fond, le complotisme, il s'est développé sur quel terreau? Sur un terreau de déshérence intellectuelle et herméneutique, d'interprétation. Parce que cela fait des dizaines d'années qu'on nous dit qu'on ne peut plus être marxiste. Pourquoi? Parce que le marxisme, évidemment, c'est le goulag, c'est la Stasi, c'est l'URSS, c'est Staline, bref, c'est atroce. Donc, dès que vous parlez de lutte des classes, de grand capital, dès que vous caressez la barbe cotonneuse de Karl Marx, vous êtes forcément un criminel contre l'humanité en puissance. Dès lors, on a privé les populations occidentales, pour aller vite, de cette grille herméneutique qui est pourtant valable, parce que, encore une fois, vous savez tous ici, Marx, c'est pas Staline, ça va, on se calme, le capital, ce n'est pas matérialisme, empiricisme, c'est même pas Lénine, voilà. On peut tout à fait reprendre les catégories de Marx et d'Engels sans être un turiféraire du goulag ou un excité de la police politique. Voilà. Sauf que, évidemment, tout a été confondu après 1990,
dans cette espèce de parousie très eschatologique, qui a consisté à dire que le marxisme c'est terminé, la démocratie libérale, le capitalisme, en union nécessaire, était l'antéléchie de l'histoire et la fin de l'histoire, et que dès lors, les vieilles lunes marxistes devaient être passées par pertes et profits. Donc on a privé à peu près tout le monde de cette lecture-là, mais qui est une lecture, on va dire, historique, sociologique et politique, critique, élémentaire. Qui a intérêt à faire quoi? Enfin, c'est pas être un fou du goulag de dire ça. Qui finance qui? Qui paye qui? Et pourquoi? C'est des questions, mais vraiment basiques de la sociologie, de l'histoire, de la science politique. Voilà. Eh bien, comme on n'a eu plus le droit de faire ça parce que c'est du marxisme, donc c'était mal, bah, devant la complexité du monde, évidemment vous avez recours au complotisme. Ça ouvre voie, si vous voulez, à une quantité de discours profondément délirants, parce que ce qui est immédiatement disponible et immédiatement pertinent ne l'est plus. Il n'est plus disponible. Et je trouve que c'est une explication en termes, si vous voulez, d'offre herméneutique qui est assez convaincante.